Lamorbe et Jean-Paul. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Gagnon. Bien, vous? Ouais, très bien. Alors, on a un menu chargé. On va évidemment faire notre revue des marchés et on va continuer notre saison des earnings. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de Target et BlackBerry. C'était deux titres qui ont fait la manchette. Donc, je vais revenir, moi. Il y a Michel qui va le couvrir. Sur la fin, j'arriverai avec l'aspect peut-être plus technique, là, une sorte de petits détails intéressants là-dessus. Deuxième, rumeur. Ça ne fait pas faire des rumeurs, hein? Voilà. Il faut faire attention aux rumeurs. Oui, c'est vrai. On va regarder ça ensemble. On va décortiquer ça pour voir là, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans la rumeur. On fait nos petites prévisions. Hein? Si on a tort, on n'en parlera pas. Mais si on a raison, on reviendra. Ah ouais. Alors, données économiques de la semaine dernière, on avait une semaine à charger. Évidemment, vous me reprenez s'il y a des erreurs au niveau des données. Oui, hein, ça fait mal, ça. On ne s'attendait pas à ça, là. Vente au détail, c'est vraiment pas joli. Puis là, ça tombe dans la cour de Target et compagnie aussi, hein. Alors, on va voir quel effet que ça va avoir, mais c'est vraiment... C'est beaucoup moins que... En fait, plus en moins qu'on s'attendait. Retenez ça, là. 2015, début janvier 2015, quand tu dis que les Américains sont devenus économes, ont décidé d'économiser plutôt que de se payer à la traite pendant le temps des fêtes. Ça va paraître. Et sans les autos, tu sais, des fois, sans les autos, ça récupère, mais ça n'a pas été le cas, là. Alors, les deux ont été négatifs. On le voit ici sur mensuel, là, ces petits blocs gris, puis la ligne rouge, mais c'est annualisé. Donc, évidemment, ça n'a pas été des bons résultats au niveau des ventes au détail. On avait le Beige Book, hein? Beige Book, il faut comprendre, aux auditeurs que le Beige Book, c'est important parce que c'est ce qui précède le meeting. Et c'est un peu dans ce livre-là que tous les présidents de fête de district disent à Janet ce qu'ils pensent de l'économie dans leur secteur. Donc, c'est pas peu dire, là. Donc, c'est sûr que Janet prend une décision finale, là, mais c'est évident qu'elle consulte ce livre-là. Alors, économie et consommation. Le Beige Book indique que l'activité économique continue de croître à un rythme de modeste à modéré. Plusieurs personnes du monde des affaires croient que l'économie va s'améliorer dans les mois à venir. Les dépenses à consommation sont à la hausse dans la majorité des districts. Il y a toutes sortes de contradictions avec les chiffres qu'on vient de voir. Hein? Ouais. Il faut oublier qu'il y a des décalages aussi là, dans ces résultats-là, mais justement, lui, c'est peut-être un peu précurseur de ce qui s'en vient. Il va peut-être avoir une reprise. Croissance de secteur. Une augmentation de modeste à forte pour le domaine de l'automobile. Croissance pour la demande des services non financiers a varié grandement d'un district puis d'un secteur à l'autre, mais de façon générale, c'est modéré. Puis le domaine manufacturier présente une croissance dans plusieurs districts. Pourtant, on avait vu l'ISM dernièrement qui est à la baisse. Donc, est-ce que... Mais là, va quand même bien au-delà de 50 quand même. Vous avez raison. Effectivement, c'est la ligne de 50 qui est importante. Immobilier et salaire. Lenteur dans l'immobilier résidentiel, mais le commercial a bien performé. Le salaire a augmenté modérément. Le dernier résultat qu'on avait, c'est qu'il y avait eu une baisse. Là, dans le Beige Book, le sondage qu'ils ont fait dans leur district semblerait aller vers une augmentation modérée des salaires, mais principalement pour la main-d'œuvre spécialisée. Oui. C'est là que souvent que ça blesse. Le reste... c'est pas le cas, c'est la main-d'œuvre spécialisée. La demande pour le crédit à la consommation aux entreprises a connu une croissance. C'est bon, c'est pas bon, ça dépend à quel côté de la clôture qu'on se met. Tout en demeurant de qualité, avec une baisse des délinquances. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ça je pour dire. C'est une chose, le crédit, la demande qui augmente, mais il faut que ça soit de qualité, puis il ne faut pas que les délinquances augmentent. Hausse modeste des ventes annualisées, là, comparable année sur année des ventes au détail. En résumé, Beige Book indique une croissance économique modérée, mais les salaires et l'inflation demeurent léthargiques, on le sait ça. Bref, ce Beige Book ne donne aucune raison à la Fed de se précipiter dans la normalisation des taux. Donc, si on se fie à ça, on n'est pas en danger pour le prochain meeting. Janet ne viendra pas nous annoncer qu'elle augmente les taux, qu'elle commence à augmenter là. Ça me surprendrait, moi aussi. Moi aussi, effectivement. On regarde ça sur notre graphique. Qu'est-ce que ça a fait cette journée-là du mercredi 14 janvier? Vente au détail le matin. Il y a eu un petit gap à la baisse parce qu'évidemment, on l'a vu tantôt, c'était pas trop bon. Ça, c'est en pre-market. Mais oui, on s'est redressé à l'ouverture. On est revenu au niveau qui a fermé le gap en pre-market. On a après ça redescendu. Et le Beige Book est venu donner une petite vigueur au marché parce qu'on a eu une remontée suite à la sortie du Beige Book. Comme quoi, c'est important de suivre ces données économiques-là. Demande de chômage, là non plus, ça n'a pas été jojo. 316 contre 295. Par contre, bon, la tendance, la moyenne, est quand même encore bien intéressante. Là, on est toujours sur une pente descendante, bien qu'on commence à... On a une petite montée, là. Voilà, on commence à faire une petite remontée, mais un petit mouvement de côté. Donc, est-ce qu'on arrive peut-être d'un plancher? Il faudra voir.
Prix des producteurs, je ne l'ai pas mis en couleur parce que c'est toujours délicat, puis je vous laisse plus souvent l'interprétation à ce niveau-là. Là. On s'attendait à moins 0,04. 0,4 et on a eu moins 0,3. Avec un dollar américain fort, c'est sûr qu'ils importent de la désinflation, aux autres-là. Là. Ouais. Ça coûte moins cher importer les prix les produits. Effectivement. Donc, on sait que ça, c'est une question d'équilibre plus une question là, de résultat intrinsèque, à savoir si c'est bon ou pas bon. Au niveau du graphique, on voit là, que c'est assez volatile. Hein? On se promène en haut et en bas de la ligne du 0 depuis déjà quelques mois. Ce que ça a fait sur nos graphiques, ça, c'était à 8h30 le matin, donc avant que les marchés rouvrent en pre-market. On a eu momentanément une montée suite à cette annonce-là, mais à l'ouverture des marchés, ça n'a pas tenu le coup. Et on est descendu pour le restant de la journée par la suite. Il y avait aussi des prêts à consommation qui, dans le fond, ça suit. Là, souvent, ne sont pas dans le même chemin. À peu près en ligne. Voilà, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis jaune. Et sans la consommation, alimentation, énergie, pardon, c'était légèrement plus bas que ce qui était prévu. Il n'y en a pas d'inflation. 0. Exactement. Et graphique, on voit là, effectivement, c'est ça. On voit que ça a eu une chute assez... Fais attention ici, danger. Là. Ça va en compte de ce que la Fed souhaite. Ouais. Mais Wall Street est peut-être bien content de ça, parce que si la Fed n'atteint pas ses objectifs, on sait que ça va la porter à ralentir, reporter son augmentation des taux. Bon, la seule bonne nouvelle, je pense, dans la semaine qu'on a, qui est assez contradictoire par rapport à ce qu'on a vu tantôt, mais c'est normal, il y a du décalage. Vente au détail qui n'était pas bon, mais le consommateur doit toujours confiance. Alors, il a confiance, mais il ne dépense plus. Bon, alors, dans une façon de voir les choses, j'ai confiance, donc je ne dépense plus. Alors, je suis sûr que je ne me mettrai pas dans le trouble. Donc, consommateur, la confiance est bonne. Et à regarder le graphique, c'est vraiment un graphique assez spectaculaire. On approche le 100. On m'avait déjà dit d'ailleurs qu'historiquement, c'est le plus haut en 11 ans, celui de l'Université du Michigan. 98, mais là, l'essence coûte pas cher, il y a beaucoup plus d'emplois de créer, etc. Donc, le consommateur, lui, il se regarde et il se dit, là, je suis certainement en meilleure posture. Est-ce que ça va maintenant se traduire dans les ventes au détail? Au mois de décembre, forcément, ça reste à voir, effectivement. Et voilà ce que ça donne sur nos graphiques. Prêt à consommation avant l'ouverture du marché, assez neutre. Puis à 10 heures, on a eu le sentiment du consommateur qui était une bonne nouvelle. On l'a vu, ça a renversé les marchés. On est monté jusqu'à la fin de la journée. On a surfé sur cette annonce-là. Donc, disons que c'était plus négatif que positif la semaine passée de l'économique. Et on a eu un petit peu une semaine à cette image-là. Cette semaine, données économiques de cette semaine, évidemment, vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, c'est fermé. C'est la journée de Martin Luther King. Et cette semaine, on a une nouvelle construction résidentielle, demande de chômage, puis vente de maisons existantes. Donc, peut-être intéressant de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Et on arrive, là, après ça, à notre Target et BlackBerry qui font la manchette, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais vous faire parce qu'il nous reste une minute. Oui. Je vais vous faire BlackBerry tout de suite pour qu'on voit le pic là, de la journée. Là. OK. Puis après ça, on pourra revenir à 12h30 sur Target et compagnie. Là. Pas de problème. Et peut-être même qu'on va peut-être manquer un petit peu de temps. Je pourrais continuer par la suite. Mais Ride Again, rumeur d'acquisition, on en a eu plusieurs dans le passé. Ouais. Mercredi dernier, Reuters annonce la rumeur d'acquisition de BlackBerry par Samsung. Le titre bondit de 30 %. C'est ça que ça fait des rumeurs. Hein? La rumeur veut que Samsung ait offert 7,5 milliards pour BlackBerry. Samsung vise le portefeuille de brevets de l'entreprise, on s'entend là, et sa légendaire sécurité des données, qui est un avantage non négligeable en cette ère de piratage. Hein, dernièrement, BlackBerry a repris du coffre parce que là, tout le monde commence à se dire « Oh boy, peut-être plus important qu'il faut... » Et c'est pour ça que ça a été démenti tout de suite, parce que le président de Samsung a dit « Non, je veux pas l'acheter, je veux travailler avec, c'est pas pareil. » Entre offrir 7 milliards et dire que je vais avoir une collaboration, une grosse différence. On en parle à 12h30, on revient avec Michel Nadeau. Alors, Jean-Paul qui est de retour. On avait commencé tout à l'heure à parler un peu de BlackBerry puis des rumeurs, puis le pic que ça avait fait sur... on y revient dans quelques instants. Là, mercredi dernier, il y a eu BlackBerry, puis il y a eu aussi l'histoire de Target. Oui, on va parler des deux. On va commencer par BlackBerry? Oui, on va finir BlackBerry. Oui. On avait commencé tantôt. Donc, on sait que Samsung vise le portefeuille de brevets et sa légendaire sécurité de données. Comme on disait tantôt, ils veulent-ils les acheter, ils veulent-ils être partenaires? C'est des rumeurs. Hein? Des rumeurs, on sait c'est quoi. Mais bon, ça fait bouger les titres, on l'a vu. Alors, le démenti, BlackBerry a nié rapidement la nouvelle, puis l'action s'est dégonflée aussi rapidement, parce qu'elle a bondi de 30 %, on va le voir sur les graphiques tantôt, puis elle a perdu 30 % à peu près dans le même temps qu'elle a pris pour le gagner. Mais Reuters persiste et signe
en disant qu'ils ont des sources fiables qui laissent présager que Samsung voudrait faire l'acquisition de BlackBerry. Quelques jours plus tard, un article dans le Globe and Mail faisait état du refus de plusieurs offres en 2014 par BlackBerry. Alors évidemment, ils ont été sollicités apparemment par bien d'autres, mais supposément que jusqu'à date, qui résistent tout le temps. Alors le nouveau PDG, John Chen, déclare ne pas être intéressé à vendre. Il est confiant que la récente restructuration, on sait qu'il a fait quand même beaucoup pour l'entreprise depuis qu'il est arrivé à la tête, là, va apporter une valorisation à l'entreprise bien des fois supérieure à l'offre de 7,5 milliards de Samsung. Réalité ou l'art de faire monter les enchères? Hein? Parce que, oui, vous savez, il y a une espèce de pari à prendre pour BlackBerry. Je laisse passer ça. Et la restructuration que j'ai mise en place va me donner une valorisation plus grande tantôt. Peut-être. Mais ça, l'avenir, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est évident que j'ai jamais vu un PDG moindrement intelligent que même s'il était pour accepter l'offre, dirait oui tout de suite à la première offre. C'est bien évident qu'il faut faire monter les enchères. Faut pas oublier, hein, peut-être que des gens ont oublié ça, là, mais des fiançailles au mariage, il y a juste un pas, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont déjà partenaires. En novembre 2014, les deux entreprises ont signé une entente de partenariat pour la cohabitation de la nouvelle plateforme de sécurité Knox de Samsung avec le BES 12, le fameux BlackBerry Enterprise Service 12. Donc, ils sont déjà en business ensemble, là. Faut pas oublier ça, là. Alors, beaucoup, et honnêtement, moi, je le pense, puis je me tromperie, c'est pas plus grave, là, mais moi, je pense qu'il y a un fit naturel là-dedans. C'est juste une question de prix. Puis on sait que tout a un prix aujourd'hui. Hein? C'est une question de mettre le prix. Ça serait une transaction intelligente, mais après, en fait, vous avez mentionné tantôt avant de quitter les zones, peut-être plus un genre de partenariat qu'un achat pur et dur. Parce que oui, c'est vrai que BlackBerry a travaillé fort pour restructurer, donc ils veulent peut-être avoir l'occasion de voir si ça va donner des résultats. Mais arriver avec Samsung comme partenaire, bien, écoutez, ça les mettrait au monde. Et Samsung irait chercher l'élément qui lui manque pour faire face à la compétition, puis éviter que quelqu'un d'autre mette la main dessus. Souvent, ces employés vont acheter pour pas, tu sais, quand on était jeune, on jouait avec 3-4 bebelles, tu sais, puis il y en avait 3 qu'on touchait pas, là, puis c'est juste que quelqu'un vient la toucher, puis là, non, on voulait jouer avec, là. Oui, c'est donc, ça. c'est un petit peu pareil, là. Donc, c'est peut-être un petit peu ça. On voit ici sur le graphique ce qui est arrivé. 30 de hausse à l'annonce, hein, c'était assez radical, et ça a retombé de 30 Mais moi, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Ça s'est fait sur 4 trades, ça, cette soirée. Oui. Écoutez, 4 trades, puis on est en 30 minutes ici. Alors, on voit là, ça s'est fait d'une façon extrêmement rapide, effectivement. Donc, qui vivra, verra. Moi, je pense que c'est un fit naturel et je pense que ça va se faire et que ça serait une bonne chose pour les deux. Mais dans une forme de partenariat. Oui. Alors, ça, c'est les divulgations là, pour la semaine prochaine. En fait, c'est nos candidats qu'on suivait. Ah, c'est ça. On va revenir à Target. C'est juste parce que là, évidemment, j'avais devancé. Alors, il faut que je recule un petit peu. Allez voir en arrière-scène comment ça se passe. Alors, voilà, ici. Target nous quitte. Lundi, le 25 novembre, M. Gagnon, vous et moi, ici, à l'émission On s'investit, voilà ce qu'on disait de l'arrivée de Target au Canada. Il était déjà un petit peu arrivé, là. Malgré la confiance de la direction de Target à réussir de rentabiliser l'opération canadienne, plusieurs croient, puis on faisait partie de ceux-là, que le risque d'échec pour Target au Canada demeure non négligeable. On disait ça il y a 1 an. Malheureusement, on aurait bien aimé que ce ne soit pas ça qui se passe, mais c'est ce qui est arrivé. Et on voit ici, ça c'est le graphique qu'on avait au 25 novembre l'année passée, et on disait à ce moment-là, ça c'est Target US. Hein? On va revenir à ça tantôt, hein, parce qu'en début d'émission, vous avez montré que ça n'a pas tellement influencé les États-Unis, même bien au contraire. On va voir pourquoi. Mais il reste que ça, c'était au moment où Target faisait son entrée, le titre US avait connu un gap à la baisse. Ça, c'est au mois de novembre l'année passée. On le voit ici là, sur une configuration mensuelle, toujours au mois de novembre l'année passée. Là, on arrive au mois de janvier. Target nous quitte. Target annonçait jeudi dernier son retrait du marché canadien et la fermeture des 133 succursales. Ce départ affectera plus de 17 000 employés. C'est ça qui est moins le fun. Par contre, vous avez parlé tantôt de Sears, qui a fait un appel à tous, mais Sears n'est pas mieux que Target. Alors, en tout cas, il est mal barré. En tout cas, c'est pour ça que j'ai peur moi, que ce soit une de job, opération. Je ne changerai pas de Target à Sears. J'irai peut-être ailleurs, pas connaître deux fois la même chose. Oui, mais c'est peut-être mieux. Oui, mais là, il y a beaucoup d'employés de sellers là-dedans. Là, fait qu'il pour une deuxième fois. Ah, c'est vrai. Une troisième fois dans bien des cas. Il a dit, je suis pas chanceux, je suis jamais à la bonne place. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est vrai. Nos grands-mères disaient ça. Ouais. Une opération de 600 millions, hein? Fermer ça, c'est pas une affaire. Là. Il y a des économies plus tard, mais pas au moment de sa fermeture. Là. Les raisons, bien, il y en a plusieurs, là, mais j'en ai listé quelques-unes. Planification inadéquate, gestion médiocre, méconnaissance du marché canadien, hein, ça a été dit souvent, mise en marché déficiente, des tablettes vides,
Moi, je suis allé la première fois de tout avec ma conjointe, quand ça allait ouvert, j'allais voir ça. Oui, il y a des tablettes, il manquait de tout. Écoutez, moi, j'ai été étonné de voir ça. Je suis pas un habitué des grandes surfaces, là, mais de voir des tablettes vides, mais non, ça fonctionne pas. Prix non concurrentiel. Il y avait une petite étude qui avait été faite à l'époque, puis il était à peu près 80 des produits plus chers que leur compétiteur Walmart. Et hanté par les fantômes de Zellers. Hein. Il y a bien des places où les emplacements, c'est bien beau de prendre l'emplacement, mais dans mon secteur à Brossard, le Zellers est très mal placé. À côté de l'autoroute 10, là, c'est en désuétude. Ils sont installés là. Disons que ça aide pas, ça. Hein. Localisation en immobilier, ils disent que c'est bien important, mais ils ne l'avaient pas toujours partout. Ça, c'est l'annonce de jeudi. Il faut bien comprendre. On annonce qu'on ferme, puis le titre US, gap à la hausse. OK? Je pense qu'il y a un message à décoder là-dedans. Ça n'a jamais vraiment plu aux Américains, l'ouverture de Target au Canada. C'est parce qu'ils brûlaient de l'argent avec ça. Ça a coûté 6 milliards. C'est pour ça que, voyez-vous, comment que les autres ont bien reçu la nouvelle, ça a gapé à la hausse. D'ailleurs, regardez, j'ai mis une analyse graphique mensuelle depuis 2013 à aujourd'hui. Et regardez une image au mille mots. Ici, vous avez quand Target est arrivé au Canada. Ça, c'est le titre US, là. La maison mère. Okay? Quand Target est arrivé au Canada, le titre s'est mis à chuter. Et là, à l'annonce que Target ferme, Target remonte. Et il y en a qui savaient ça à la Maison Mère depuis un petit moment, parce que là, je suis en mensuel, là, ici, ça, c'est le mois de novembre. Alors, c'est pas d'hier là, que ça sait probablement que Target va fermer. Bien, le président américain est venu ici au Canada, principalement en Ontario et au Canada, quelques jours avant les fêtes, puis il est venu incognito regarder dans les magasins ce qui se passait. Il a dû déchanter en bébite quand il est rentré dans les magasins. Là. Sûrement. Il a dû rentrer, puis il dit, regarde, il a pogné le téléphone, puis ferme-moi ça presse. Pour le temps qui reste, on va revenir à nos earnings, parce qu'on est toujours dans la période. On suivait 5 titres, vous vous en souvenez, la semaine dernière. Alors, on va voir, on avait donné des prédictions, on va voir comment ça s'est passé. On donnait Alcoa baissier, ça c'est la graphique de la semaine dernière. On le donnait en configuration baissière avec l'ours ici en question. Et c'est ce qui est arrivé. Le titre a eu... malgré qu'en passant, les... Il les a fait... Oui, mais les résultats étaient bons. Hein? Ils ont battu les analystes, mais le marché n'a pas compris ça de la même façon. Alors, le titre s'est mis à baisser. C'est un peu là, la direction qu'on lui donnait. Il y avait aussi Citigroup. Citigroup, eux, ont eu une surprise négative, là, moins 0,33 6 cents contre 9. On le donnait baissier aussi. Ça, c'est le graphique de la semaine dernière. C'est pas, je vois que c'est ici, là, on le disait la semaine dernière, on ne savait pas ce qui s'en venait. Là. On disait, d'après moi, c'était pour être baissier. Nous étions aussi pas tellement tendres envers les banques américaines. Non. On a eu raison. Regardez, ça, c'est la journée du gap. Le titre a gapé à la baisse. Et depuis ce temps-là, qui baisse. Baisse pas aujourd'hui, c'est fermé. Hein? Ils sont chanceux. Mais on va voir ça demain, comment ça va se passer. Tu sais, les ratios négatifs pour une banque, là, moi, je déteste tellement Citigroup, là. Moi, je suis plus capable. Effectivement. Il y en a quelques-uns, là. Un autre que vous n'aimez pas non plus, là, qui est dans le même lot. Bank of America. Mauvais résultat. La semaine passée, on disait, nous, que c'était baissier avant même que les résultats soient affichés. Et c'est ce qui est arrivé. Un gap à la baisse. Et ça baisse depuis ça là. Quand je dis baissier avec l'ours qui est là, c'est pas juste baissier pour le gap. Le gap serait pu aussi bien être à la hausse. On peut pas prévoir la direction du gap. Mais moi, je parle là, des semaines qui vont suivre l'annonce des earnings, que c'est un titre qui est baissier. Pour le moment, là, c'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Il y avait Wells Fargo. Eux autres, c'était flat. C'est celui qui se tire le mieux d'affaires de tout le groupe. On le voit d'ailleurs, là, pas un petit mouvement baissier, puis on est revenu à la hausse. Il nous a fait une espèce de petite coupe, là, la semaine passée. Effectivement. Surveillé. On va rester pour les questions? Oui. On revient dans un instant. Michel viendra nous rejoindre également tout de suite. C'est l'heure, messieurs. Michel est de retour. Régent-Paul également pour vous aider à prendre les meilleures décisions les plus éclairées possibles. Première, qui nous vient de Richard Gagné de Victoriaville. Pourriez-vous demander l'opinion de vos analystes sur Home Capital Group? On se fait demander ça souvent. Qui faisait très bien avec un sommet en août et un autre en novembre. Je croyais assez sûr, mais qui descend dramatiquement depuis ce temps-là. Il se passe quoi exactement? Est-ce que c'est le pétrole qui le fait baisser? Bien, évidemment, d'abord, il faut rappeler c'est quoi Home Trust. Home Trust, c'est un prêteur hypothécaire. Il faut un peu de certificat de dépôt. Il n'y a aucune financial, une filiale. Mais il faut surtout du prêt hypothécaire que les grosses banques ne veulent pas faire.
ou les coopératives. Donc, ils sont assez audacieux, mais malgré ça, leur expérience de prêt, même s'ils prennent des clients que les autres ne veulent pas, il y a une très belle expérience de crédit. Alors, le titre a beaucoup monté. Si vous regardez l'histoire de cette entreprise-là, elle est unique au Canada. Elle travaille que dans les grands bureaux. Elle a 6 bureaux dans les grandes villes canadiennes et elle a à peu près 20 milliards d'actifs et elle a généré, bon an, mal an, de la croissance, belle expérience de prêt, croissance des profits. Le titre se tenait dans un couloir de 20 à 30. Il a explosé à 55. Et là, je pense que ce qui est arrivé, c'est que des gens ont pris des profits. Alors, quand vous avez acheté le titre entre 25 et 30, il monte à 55, vous dites, c'est assez pour moi. Alors, vous prenez vos profits. Et là, évidemment, les prises de profit font que le titre revient à 40, qui est au-dessus du corridor 20 à 30, mais il y en a qui se disent ça va comme ça. Donc, c'est un petit peu pour ça que moi, je pense qu'il y a peut-être deux nuages. Là. Le président, M. Soloway, va prendre sa retraite, puis probablement, il a 76 ans. Et deuxièmement, ils ont demandé une charte. Ils veulent devenir une banque à charte. Et là, s'ils deviennent une banque à charte, peut-être que ça sera plus pareil. Là. Les grandes banques vont les coincer, les réserves, les contraintes avec la Banque du Canada. Alors, donc, c'est peut-être ça aussi les deux petits nuages qui font que cette institution qui aura 40 ans en 2017, je pense que c'est pour ça qu'on va corriger. Mais ça demeure un excellent titre. Puis, en termes d'achat, moi, je pense qu'en bas de 40, là, je serais preneur. Ça commence à être le temps. Puis d'ailleurs, il nous avait fait... lui, il parle d'ailleurs des 2 mois ou novembre où on a fait un double sommet. Habituellement, ça donne quoi? Une baisse. Ouais, ça en vient bon, l'analyse technique. Je me parle de ma job. Effectivement, mais le double sommet a fonctionné, on va le voir à l'écran. Ça va un peu dans le sens de ce que Michel dit. La technique supporte le fondamental. On a eu de belles performances. Un titre qui a monté, puis il y a eu tout un saut là, dans les derniers 2 ans. Mais là, on a le fameux double sommet qui est ici, qui lançait le titre à la baisse. Et depuis ce temps-là, ça fait 3 mois qu'il est à la baisse, le titre. Donc là, effectivement, c'est pas le temps d'acheter actuellement. On voit là, que c'est baissier, là, de figure baissière en figure baissière. Donc, pas le meilleur moment. On arrive près du fameux 40, auquel je faisais référence tantôt. Là. Puis on voit là, qu'il y a un petit peu de pause à ce niveau-là, mais il faudrait attendre que ça revire de bord. Des fois, les gens sont trop vite. Là. Ils voient que ça fait une petite pause, puis ils achètent. Donnez-y le temps de vraiment redécoller, là, que ça soit solide. Pour le moment, c'est pas... On attend quoi? 42, 43, là, avant de se dire qu'on embarque? Ben, en termes de figure, moi, ça me prendrait une figure. Là, pour le moment, il n'y en a pas, là, de figure haussière. OK. Moi, je le laisserai aller, moi, puis tant qu'à un moment donné, il y aura du volume, là, et que la demande, on va voir les résultats du 4e trimestre qui s'en viennent. Oui, la semaine prochaine, je pense. Hein? Bon, OK. On y va avec notre deuxième question qui nous vient de Michel de Montréal. Pourriez-vous me conseiller un iShare de banque américaine? Bien, les iShares, le gros iShare, c'est le RKH, là, où il y a beaucoup de... Vous en avez une dizaine d'iShares de banques américaines. Vous avez ZUB, la Banque de Montréal, qui a toutes les banques également pondérées. Ça, c'est pour moi ce qui est le plus conservateur. Vous êtes couvert en plus de la devise qui est canadienne. Oui, en plus, c'est un titre canadien, donc il n'y a pas de patente là, pour le T1035. Non, c'est ça, exactement. Alors, si vous êtes à l'opposé très agressif, vous allez aller dans les petites banques. Les petites banques IAT, ça, c'est les petites banques régionales. Moi, je les aime beaucoup, ces petites banques-là. Là, aux États-Unis, on a plus ça au Québec. Là. Et au Canada, les grosses banques, les 6 grandes banques ont tout acheté. Il reste dans l'Ouest 1 ou 2 banques, là, mais c'est fini. Alors qu'aux États-Unis, les petites banques là, gardent des parts de marché, des marges extrêmement intéressantes. Donc, IAT, j'aime beaucoup le titre. Autrement, RKH, KRE, ça, c'est les 2 grands titres à 35 points centésimaux de frais de gestion, 1/3 de 1%. Donc, ce sont des belles valeurs. Et encore une fois, les gros noms, Wells Fargo, JP Morgan, ce sont un peu cowboys, se sont aventurés dans toutes sortes de choses. C'est pour ça que moi, je ne veux pas, je n'achèterai pas que les grosses banques. J'irai avec les petites, un mélange de petites et de grosses, mais pas juste que les grosses banques. Exactement. Bon, un mélange des 2, là, régionales et des grosses. Les grosses, mais si vous êtes un petit peu audacieux, allez avec IAT.
Les petites banques, là... Moi, plus pondéré vers les petites banques. Oui, plus pondéré vers les petites... Il y a plus de potentiel. Je comporte bien, d'ailleurs. Beau titre, là, qui est en hausse depuis 2009. Bon, évidemment, il n'a pas performé comme les marchés, on s'entend, là, parce que sinon, il serait dépassé sur 2008, mais c'est une petite montée lente. Ce qu'il y a aussi, dans le même ton, mais là, on va plus vers les grosses banques, c'est IYF, qui est un iShare, qui est calqué sur les US, les banques financières. Mais là, c'est les grosses banques qu'on a là-dedans. Qui va bien aussi, hein? On voit, là, performe très bien. Et évidemment, du côté américain, il y a le fameux XLF, évidemment, qui va aussi bien. C'est la beauté, hein, parce qu'on a vu tantôt les résultats financiers. Si tu as choisi mauvaise banque, là, si tu as choisi Bank of America, c'est des groupes, là, ça va pas bien. Mais ça, on dit souvent aux gens, hein, l'effet négatif n'est pas transparent dans l'ETF parce qu'il est composé d'un paquet d'autres banques qui, les autres, performent mieux. Bon. Moi, j'avais trouvé aussi celui de la BMO qui n'est pas couvert, par exemple, c'est ZBK. ZBK? Oui, ZBK. ZBK, oui. Un weighted, ça? Oui. Ouais. Récent, ça? 2014, c'est nouveau. Effectivement, c'est nouveau. C'est un des nouveaux, celui-là. Ouais. Allait bien jusqu'à récemment, là. Une petite jambette. Bon, en tout cas, j'espère que ça répond à votre question. L'autre, c'est, pouvez-vous me donner votre avis sur AGF? Est-ce un bon achat? Moi, déjà, en partant, là, AGF... Ça va pas bien, en tout cas. Non. Moi, AGF, la grande question, quand se feront-ils acheter par une banque? C'est ça la grande question. Mais actuellement, AGF, ça a été la compagnie la plus flamboyante. Vous voyez le tigre. Évidemment, on met beaucoup sur la recherche fondamentale. Nos analystes visitent les compagnies à travers le monde. C'est une compagnie qui a beaucoup de produits, de fonds mutuels internationaux. Donc, les actions internationaux, mais comme les actions internationaux, c'est le domaine où les ETF sont les plus importants. Évidemment, pour AGF, c'est une très mauvaise nouvelle. Or, donc, beaucoup de gens se disent pourquoi je paierais 2, 2,5, même des fois 3 %, alors que pour un dixième de ce prix-là, je peux avoir un panier indiciel boursier international. Alors, moi, je crois qu'AGF va probablement aller rejoindre les autres fonds internationaux qui ont été achetés par les grandes banques à Chartres. Et malheureusement, mais c'est... Et en plus, on voit les revenus, là, c'est tout doux. Ça a baissé de 7,6 % quand même, les revenus en 3 ans. C'est ça. 34 milliards, ils avaient au-dessus de 40 à un moment donné. Or, donc, c'est un déclin qui... je ne vois pas comment ils vont se remettre de cette crise-là. C'est la même chose sur nos graphiques, on le voit. D'ailleurs, ils n'ont jamais profité du rebond de 2009. Hein. Ils ont à peine 30 % de la descente de 2007-2008. Donc, déjà là, c'est pas un bon signe. Et dernièrement, 2011-2012, ils ont commencé à plier des genoux. Et là, ils sont en chute libre. Là, je suis en mois ici. Là. Si on s'en vient en semaine, c'est encore pareil. Ça n'arrête pas de tomber. On est rendu à 7 $. Là. Donc, à un moment donné, ils vont trouver un plancher à ce niveau-là. Là, mais disons que c'est pas un achat. Bon. Il y a Sylvain Gauthier qui nous a écrit sur notre Facebook et qui nous demandait de parler du secteur manufacturier au Canada avec la baisse du UR, là, qui devrait être favorisé. En temps normal, ça devrait être ça, en tout cas du moins pour l'Ontario et le Québec. Lui, il voulait avoir de nos experts qui pourraient en discuter. Mais justement, Michel, ça n'est un de nos experts qui peut nous parler facilement de tout ça. Est-ce qu'il y a des titres qui pourraient être favorisés plus que d'autres? Il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'il y a les entreprises, les belles entreprises qui exportent avec des dollars canadiens, évidemment, ce sont des petites entreprises, ne sont pas cotées à la bourse. À partir du moment où vous grossissez, Dorel, Gildan, Quincaillerie Richelieu, c'est que vous achetez ou vous fabriquez localement. Donc, Saputo, par exemple, son fromage, c'est pas du fromage québécois qui est exporté aux États-Unis, c'est du lait américain qu'on transforme en faire du fromage américain. Donc, il y a très peu d'entreprises qui vont vous donner ce levier du faible dollar canadien pour aller chercher toute l'appréciation avec un avantage concurrentiel, parce que ce sont tous de petites entreprises qui vont surtout être gagnantes dans ce domaine-là. Bon, j'ai rien trouvé non plus du côté canadien. Par contre, si le monsieur n'a pas de problème à aller vers le côté américain, évidemment, dans la famille Spider, il y a un ETF pour l'industrie manufacturière qui est XLI, qui se comporte bien d'ailleurs. On voit le titre monter là, depuis sans cesse. Là, juste dernièrement, là, on est en jour aussi là, un double top. Là, mais on a peut-être... mais avec la force du dollar américain, moi, je pense qu'il y aura les mêmes problèmes que les Suisses. Et puis, ça va être de plus en plus difficile à exporter avec une
une devise forte. C'est peut-être pas le meilleur secteur. Il y a peut-être d'autres choses de plus intéressantes. Exactement. Je me semblais que je n'avais trouvé un tantôt. Un Canadien? Un Canadien. Canadien. C'est ça, je cherche tout à l'heure, malheureusement. Moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas. J'ai pas réussi à en tout cas, si on résume, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici au Canada là, qui seraient peut-être intéressantes, en tout cas. Là, quand on parle, tu sais, Bombardier, on parlait des problèmes. Bombardier vend en US aussi, là. Oui. C'est ça. Donc, la compagnie, elle a beaucoup d'installations de fabrication à l'étranger et tout ça est reconverti en dollars américains. Donc, l'impact sur le dollar canadien est très limité. Mais normalement, avec devise canadienne, les CRJ qui sont fabriqués ici, ils fabriquent en canadien puis ils vendent en US. Alors, normalement, ils devraient se reprendre de ce côté-là. Oui, ça devrait. C'est pour ça, d'ailleurs, les flux de trésorerie, quand même, gonflent assez rapidement chez eux, même s'ils sont très faibles à cause du jet 85. Dans le taux de change. Ouais. Mais c'est une petite partie du volume qui est fabriqué ici. OK. Prochaine question. Monsieur Limburner, salutations aux gens de la Floride qui nous écoutent via Internet. Monsieur Limburner, ça en est un qui reste à Auburn. Le chanceux, il nous écoute à chaleur pendant que nous, on gèle. CIBC serait-il bon ces jours-ci pour un achat s'il établit un nouveau support autour de 90? On est rendu là? Oui. Actuellement, beaucoup de volatilité sur les marchés, sa faiblesse passagère du titre, dit-il en point d'interrogation. Alors, peut-être au niveau technique, parce que je sais que M. Limburner aime bien ça, puis après ça, on regardera au niveau technique, stratégique. Il m'aurait posé la question de mon passé, puis j'aurais dit ça va bien, il reste en Floride. Là, ça va peut-être prendre l'avion. Là, ça va moins bien que depuis 2 mois. Bon, peut-être que Michel pourrait apporter un éclairage sur l'aspect fondamental, mais techniquement parlant, on ne peut pas nier. Là, on voit bien le graphique. On a un double top ici qui s'est réalisé en hebdomadaire, et depuis ce temps-là que ça chute. Et là, il parle d'un support à 90. Il faut bien se comprendre, un support, je vais vous dire ça, pas véritablement. Souvent, les gens... c'est pas assez. Voyez-vous, le prochain support est vraiment aux environs de 85. Okay. Ce qu'ils voient, c'est parce qu'il y a un petit repli à 90. Souvent, les gens vont confondre un arrêt temporaire en support. Pour que le support se réalise, il faut que ça revire de bord. Il faudra qu'on ait au moins 2-3 points à ce niveau-là. On n'en a pas. Le vrai prochain support est à peu près aux environs de 85. Mais toutes les banques, là, ils ont fait un double sommet. Là, le dernier résultat, il y en a plusieurs qui étaient très nerveux. Là. Mais encore une fois, le profil des banques change. Il y a des banques gagnantes, il y a des banques perdantes. Au Canada, depuis 40 ans, c'est la TD qui a le plus gagné, suivie de la Royale et de la Scotia. Mais au total, la CM, la Banque de commerce et la BMO sont les banques qui ont pris du retard. Donc, la Banque de commerce, elle, ce qu'elle a fait il y a 15-20 ans, elle s'est dit, on s'en va aux États-Unis, elle a acheté des firmes américaines et ça a été un désastre. Ils ont perdu leur chemise, ils pensaient que des Torontois qui débarqueraient à New York géraient ça. Et là, mais évidemment, elle s'est repliée. Elle dit, maintenant, on n'y aura pas aux États-Unis. Donc, c'est devenu une très grosse banque canadienne. Ces interventions à l'étranger, là, elle les fait prudemment. Là, la rumeur veut qu'il se prépare à faire une acquisition. Et c'est pour ça que le marché a peur. Qu'est-ce qu'il va acheter? Bien, c'est ça. Bien, merci beaucoup encore une fois, Michel. Merci beaucoup, Jean-Paul. On va retrouver demain tout le monde avec plaisir. Au revoir, à compter de midi.